Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir dans le cadre de notre suivi des événements à Gaza de recevoir notre cher ami Simon Hassoun est le coordinateur national de l'Union juive française pour la paix et membre de Tzedek. Merci infiniment, Simon Hassoun, d'avoir accepté notre invitation dans des circonstances pénibles pour l'humanité, pour les activistes, les militants de paix aussi comme vous. Merci infiniment. D'abord, j'aimerais savoir quel est vos sentiments, quelle est votre lecture concernant les événements actuels, les événements tragiques actuels à Gaza. Merci pour l'invitation. Euh, mon ressenti par rapport à l'actualité à Gaza, il est très inquiet, très inquiet de voir voilà tout ce déploiement de toute la violence d'État dont est capable l'État israélien. On a vraiment l'impression depuis le 7 octobre que toute la violence qui était contenue dans la politique coloniale a explosé. Et on a là un concentré de ce qu'est en fait une politique de colonisation et d'occupation, qui est une politique de la mort, une politique de mort. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir à Gaza avec ces bombardements incessants qui s'intensifient chaque jour, qui font des dizaines de milliers de morts sur Gaza, qui est le territoire le plus densément peuplé du monde, qui est une prison à ciel ouvert depuis 2007, où il n'y a aucune zone de sécurité, aucun endroit où fuir ou se réfugier. On assiste à la mise à mort d'un peuple. Donc, euh, donc mon ressenti est extrêmement inquiet, extrêmement angoissé, et y compris par rapport au fait qu'on a l'impression que les Israéliens n'ont pas vraiment d'objectif de guerre précis, pas vraiment de plan, si ce n'est de poursuivre ce qu'ils appellent eux-mêmes une guerre de vengeance. Cette espèce de fuite en avant dans l'écrasement du peuple palestinien, parce que le seul objectif qui est affirmé par les autorités israéliennes, c'est de détruire le Hamas. Sauf que détruire le Hamas, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, si ce n'est que d'écraser sous les bombes le plus de Palestiniens possible. Et moi, j'ai écouté les dernières déclarations des autorités israéliennes, et rien ne dit qu'on va vers un quelconque apaisement ou une quelconque trêve. Donc voilà, je suis très inquiet et très horrifié par ce qui est en train de se passer. Dès le début de ces événements, Simon Hassoun, dans le cadre de l'Union nationale juive française pour la paix, vous avez considéré que Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, c'est le principal responsable à cause de cette politique coloniale, à cause de ses alliances aussi avec des courants politiques fascistes, avec la provocation, avec ce blocus illégal qui dure depuis 20 ans contre toute norme de droit international, contre tout éthique humanitaire, etc. Est-ce que vous continuez à considérer Benjamin Netanyahu comme le seul responsable de ces événements tragiques? Alors, je ne sais pas s'il est le seul responsable. En tout cas, nous, on pense qu'il est le responsable principal dans cette situation. Enfin, vous avez évoqué le blocus de la bande de Gaza qui dure depuis 2006-2007. On pourrait remonter en fait beaucoup plus loin, parce que la politique israélienne à l'égard des Palestiniens, elle dure depuis plus de 75 ans. Et c'est une politique qui est faite d'incarcération de masse, de répression, d'assassinats extrajudiciaires, de dépossession des terres, de harcèlement, d'étouffement de la vie économique. Et donc tout ça est extrêmement violent à l'égard des Palestiniens. Et on voit bien que la politique, que les opérations militaires actuelles sont une sorte d'aboutissement concentré de toute cette politique-là, et y compris les attaques du 7 octobre ont beaucoup été présentées, notamment en France,
comme étant presque un coup d'éclair dans un ciel bleu, comme si tout avait commencé le 7 octobre. Or, on ne peut pas, quand on regarde l'histoire, dire que tout ça, que cette guerre a commencé le 7 octobre. Cette guerre, elle dure depuis, encore une fois, plus de 75 ans. Et aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou, vous avez raison de le préciser, c'est le gouvernement le plus à droite, le plus à l'extrême droite de toute l'histoire de l'État d'Israël. Et ils ont intensifié, comme jamais auparavant, tous les dispositifs de contrôle, de répression et de relégation des Palestiniens. Ils ont également intensifié les dépossessions, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit en Cisjordanie. Et donc, toute cette violence vient d'ici. Et Netanyahou, en intensifiant et en perpétuant cette violence, porte une énorme responsabilité, évidemment d'abord dans le sort qui est fait aux Palestiniens, mais il porte une responsabilité dans la violence qui est venue toucher les civils israéliens qui sont exposés à la contre-violence des Palestiniens. Donc nous, on pense que Netanyahou est le principal responsable, et il l'est aussi parce que le rapport de force entre Palestiniens et Israéliens est tellement asymétrique. Il y a en Palestine aujourd'hui qu'un seul État qui administre et qui gouverne cette région, c'est l'État israélien, qui déploie sa souveraineté de la mer au Jourdain. Et en tant que dirigeant de cet État, c'est Netanyahou qui a le plus de marge de manœuvre et qui a les clés en main pour soit aller vers une continuation de la politique coloniale et une continuation de la violence, soit aller vers une autre politique, vers peut-être de la reconnaissance et de l'apaisement. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ce que compte faire Netanyahou, ni lui, ni ses alliés au sein du gouvernement qui sont issus vraiment de l'extrême droite la plus suprémaciste et la plus fasciste du pays. Donc oui, effectivement, la responsabilité de Netanyahou, mais au-delà de Netanyahou, de l'État d'Israël, elle est complète voilà, dans la situation actuelle. Simon Hassoun, comment vous expliquez l'incapacité de la communauté internationale de trouver un issue diplomatique pour ces événements, pour épargner les vies des civils, etc. Mais au contraire, on a vu un soutien indéterminé pour Benjamin Netanyahu. On a vu un soutien logistique, matériel, et même, je m'excuse, intimidation de quelques voies de conciliation, de médiation. Même vous, l'Union juive pour la paix, vous étiez victime de l'intimidation, de l'arrestation, de restriction de vos activités en France, surtout le contexte français qualifie avec cette tendance vers la censure, vers, je m'excuse, ces démarches d'honorer des victimes par rapport aux autres victimes, le favorisme même entre les victimes. On soutient les victimes juives, mais on stigmatise et on diabolise le victimes arabes et musulmans. Comment vous expliquez ça? Pour moi, l'incapacité de la communauté internationale à intervenir dans ce conflit et à limiter la politique israélienne, elle est avant tout due au fait que cette communauté internationale, elle est d'abord hégémonisée par les pays occidentaux et notamment par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Vous savez que le Conseil de sécurité repose toujours sur 5 membres permanents qui ont droit de veto. Et c'est ce qui bloque en fait toute action de la communauté internationale. On a vu une résolution qui a été votée par l'Assemblée des Nations Unies. Cette résolution ne peut pas être suivie d'action parce que le Conseil de sécurité bloque toute possibilité d'intervention. Et de ce point de vue-là, la communauté internationale est un peu une caisse de résonance de ce que peuvent dire les différents pays, mais en termes d'action, ils sont limités par la composition du Conseil de sécurité. Si on regarde bien, on voit que les réactions sur la scène internationale vis-à-vis de ce conflit, elles rejouent un clivage entre les pays occidentaux, les pays du Nord et les pays du Sud. On a vu un soutien ou en tout cas une compassion, une solidarité avec le peuple palestinien qui ont été exprimées par beaucoup de pays du Sud. Et on a vu la plupart des pays occidentaux prendre fermement et inconditionnellement pour certains, comme la France, effectivement,
position pour Israël et pour son prétendu droit à se défendre. Donc, malheureusement, dans ces conditions-là, il est difficile d'attendre autre chose en fait de la part de la communauté internationale. En ce qui concerne la France, c'est vrai que la réception de ce conflit en France a été particulièrement catastrophique, de par tout d'abord la prise de position inconditionnelle du gouvernement français en soutien à Israël et à sa politique de vengeance. Et d'autre part, de par les mesures qui ont été prises par le gouvernement d'interdiction des manifestations, d'interdiction de toute expression de solidarité et de compassion avec le peuple palestinien. Il y a eu il y a eu des interpellations, il y a eu énormément de verbalisations, il y a eu des partis politiques ou des acteurs militants qui ont été victimes de répression. Il y a des menaces de dissolution, de poursuites judiciaires pour apologie du terrorisme. Donc cette réception a été complètement catastrophique. Une des clés peut-être pour comprendre pourquoi en France ça s'est joué de cette manière, c'est que la France aujourd'hui, de par son gouvernement, elle est engagée dans un tournant assez autoritaire au niveau de l'État. On a vu un affaissement des libertés politiques, des libertés publiques depuis le premier quinquennat de Macron, avec des lois d'état d'urgence, avec des interdictions de manifester, y compris pour la cause écologiste ou pour d'autres causes. On a eu des répressions policières très dures envers les mouvements sociaux. On a une véritable tentative de criminaliser le mouvement social. Et dans ce cadre-là, on a aussi une politique de stigmatisation des populations arabo-musulmanes comme étant une classe dangereuse, comme étant un ennemi de l'intérieur, comme étant comme étant vraiment un ennemi de la nation. Et donc on a une politique islamophobe dans le cadre de laquelle qui a redoublé le soutien français à l'État d'Israël, parce que on a considéré en France, le gouvernement a considéré que le peuple palestinien était entièrement représenté par le Hamas et que le Hamas, par ailleurs, était complètement identifié et assimilé à un groupe terroriste et comparé à des groupes comme Al-Qaïda ou comme Daesh. Donc nous, on a rejeté cette grille de lecture qui nous paraît fausse sur le plan historique et qui nous paraît évacuer toute la dimension historique et politique du conflit israélo-palestinien. Mais ça a été le prétexte, ça a été ce qui a permis de légitimer la répression totale du mouvement de solidarité avec la Palestine et le soutien inconditionnel à Israël. Donc, effectivement, on a en France un climat qui est véritablement irrespirable. On a vu une libération de la parole raciste et islamophobe sur tous les plateaux télé, avec des propos très déshumanisants vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des enfants même palestiniens. C'est vraiment un climat très délétère qui s'accompagne de mesures de répression et qui s'accompagne aussi de menaces et de tentatives d'intimidation qui vient directement de l'extrême droite française, que ce soit l'extrême droite en lien avec l'État d'Israël ou que ce soit l'extrême droite traditionnelle française. Donc c'est un climat très tendu. On a énormément de tension qui est mis dans le débat social et c'est une tension qui est créée par cette manière de gérer les choses. Et à mon avis, il faut partir pour se rendre compte des conséquences que ça peut amener. Il faut dire qu'en France, on a une grande communauté juive, en France, on a une grande communauté arabo-musulmane. Pour ces deux communautés, la question israélo-palestinienne est une question très politique. C'est une question très importante, où on met beaucoup d'affect dans cette question. Et les conséquences en termes de relations intercommunautaires, par cette manière de gérer les choses, sont absolument désastreuses et elles sont très dangereuses à la fois pour les populations arabo-musulmanes et à la fois pour les populations juives. Est-ce que vous craignez que les événements de Gaza risquent de tuer, je m'excuse, polluer vos rêves de réalisation de ce pays? En tout cas, ça nous en éloigne. Ça nous en éloigne parce que c'est à la fois une continuation de la politique coloniale et c'est à la fois une intensification de cette politique. Or,
qu'est-ce qui rend impossible pour nous le vivre ensemble? Je pense qu'il faut revenir sur ce qui vient saper les conditions du vivre ensemble. Quelles sont ces conditions? C'est un, la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance des droits de Alors, la condition préalable et nécessaire au dialogue, c'est d'abord la reconnaissance de l'autre. Et avec cette reconnaissance, c'est la capacité à se mettre intellectuellement à la place de l'autre, à accepter le récit de l'autre, à accepter la légitimité du récit de l'autre. Or, si on remonte, si on analyse vraiment dans le fond ce qu'est la politique coloniale et ce qu'est toute politique coloniale, c'est une politique qui est basée sur la négation de l'autre et de ses droits. Dès le départ, dans le conflit israélo-palestinien, il y a quand même un projet de colonisation qui se fonde sur la négation d'un peuple. La fondation de l'État d'Israël, elle s'est faite sur un slogan qui était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc dans ces coordonnées-là, dès le départ, il n'y avait pas de place en fait pour le peuple palestinien. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la terre de Palestine, elle est assez grande pour accueillir deux peuples. Elle est assez grande pour accueillir tout le monde. Ce qui est trop étroit, ce qui est trop petit, c'est le système colonial qui ne fait pas de place à l'autre. Et donc toute la politique israélienne, qu'elle ait été de gauche ou qu'elle ait été de droite ou comme aujourd'hui d'extrême droite, il y a un fil rouge qui unit tous ces différents gouvernements, ça a été la négation des droits des Palestiniens et le refus de vivre ensemble. La politique coloniale, et le sionisme est une politique coloniale, il y en a d'autres, c'est une idéologie de la séparation, c'est une idéologie qui ne veut pas voir Israéliens et Palestiniens vivre ensemble, c'est une idéologie qui veut un État ethniquement pur pour les Juifs, qui se base sur une perception ethno-raciale de ce qu'est la judéité, et qui veut faire un État uniquement pour un peuple, au détriment de l'autre peuple. Donc, pour nous, si on veut aller vers du vivre ensemble, et encore une fois, rien n'est impossible, la condition première, c'est de rompre avec cette idéologie. Et il faut que la société israélienne rompe avec cette idéologie, accepte de ne plus vivre sur cette terre en position et en statut de colon, mais d'accepter de vivre à égalité avec l'autre peuple, avec le peuple palestinien. Pour l'instant, on n'en est pas là. On observe plutôt un phénomène de radicalisation de la société israélienne, un phénomène de fascisation et d'extrême droitisation même de cette société-là. Mais il faudra, je pense que de l'intérieur de la société israélienne, un petit peu comme on a pu voir, par exemple, dans le cas de l'Afrique du Sud, à un moment donné, il a fallu rompre avec l'idéologie de l'apartheid pour pouvoir accepter de mettre en place un projet de société basé sur l'égalité, sur la reconnaissance mutuelle. Voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. Simon Hassoun, le coordinateur national de l'Union juive française pour la paix, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour l'acceptation de l'invitation, mais je vous remercie, j'exprime ma reconnaissance pour votre engagement, votre détermination pour réaliser la paix entre les peuples. Je vous remercie et à travers vous, je remercie aussi l'engagement de vos camarades. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Merci à vous, merci beaucoup.